Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger ensemble un exercice de géométrie dans l'espace tombé en Asie en 2014. L'idéal pour préparer ton bac et faire tes révisions. Donc normalement, tu es un élève de terminale, tu as fait la spécialité maths et pour t'entraîner en géométrie dans l'espace, rien de tel qu'un type bac. Alors voilà, là je te mets le sujet qui est ici. Si tu veux t'entraîner, le type bac, celui-ci, tu mets pause, tu dois mettre entre 40 et 50 minutes, essaie de pas trop dépasser. C'est un QCM. Donc si tu veux le faire de ton côté, tu mets pause, tu m'utilises comme correction à la fin et on voit ensemble si tu as fait juste. Pour les autres, ceux qui sont en train d'aborder ce chapitre et qui veulent réviser un devoir, qui sont au cours de l'année, ou reprendre les choses point par point, eh bien on va aborder ce sujet ensemble, question par question. Je vais commencer par retranscrire les données importées de l'énoncé derrière moi au tableau et ensuite on va commencer question par question. Alors tu peux voir ici les différentes données de la question 1 et ce qu'on nous apporte dans l'énoncé. Je te conseille ça de faire sur ta feuille, tu marques les points de l'énoncé, tu marques ici une équation cartésienne qui t'est donnée, ça servira, tu fais ça sur un brouillon à côté, ça t'aidera toujours à arriver à t'en sortir plutôt que de tourner dans tes feuilles. Alors la question 1, qu'est-ce que c'est? Ça tourne autour des représentations paramétriques de droite. Donc on te donne une droite D1 qui est dirigée par ce vecteur et qui passe par ce point. Car je te rappelle, pour définir une droite, il me faut un point et une direction. Donc ici, le point A est la direction donnée par celle du vecteur directeur U. Et on nous donne 4 droites ici et on nous dit laquelle est D1. Donc il faut faire attention dans ce genre d'exercice, on ne fera pas toujours directement celle qui est avec le point A et les coordonnées de U. Des fois, il faudra chercher un petit peu. Mais avant de toute chose, si tu n'es pas hyper au point sur les représentations paramétriques que tu viens de commencer ou ça t'est sorti de la tête, bien du coup, tu peux aller voir la vidéo que je te mets là-haut sur les représentations paramétriques de droite, le cours, il y a des exercices, on te met tout ça en description. Et avant de toute chose, avant de répondre à la question, je te fais un petit rappel ici. Donc là, tu peux voir une représentation paramétrique de droite qui est définie par un vecteur directeur et ici un point. De façon générale, ce qu'on t'a montré en cours normalement, c'est de dire que la droite, c'est l'ensemble des points M de l'espace, donc de coordonnées x, y, z, tels que le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires, c'est-à-dire que AM est égal à T fois U, avec T un nombre réel qui est ici en fait le paramètre, d'où équation ou représentation paramétrique. Alors, tu peux voir que dans ta représentation paramétrique de la droite, ici, qui s'écrit sous cette forme-là, qui représente en fait toutes les coordonnées des points qui sont sur la droite, eh bien, ici, collé au paramètre, on doit avoir les coordonnées du vecteur directeur, et donc au final, ça marche avec tout vecteur collinéaire, et ici, les coordonnées du point qu'on a choisi. Mais évidemment, si on fait la droite AB par exemple, c'est que tu as les coordonnées de A et de B, si toi tu fais avec A et qu'un copain à toi fait avec B, déjà vous n'allez pas avoir la même représentation paramétrique. Il existe en effet une infinité de représentations paramétriques pour une même droite. C'est tout l'intérêt de l'exercice avec la question qui est là, puisque en fait, on va regarder avec ce rappel, dans un premier temps par exemple les coordonnées du point A, qui sont 1, -1, -1. Tu peux voir que là, dans aucun des cas, on a le point A qui apparaît. Est-ce que ça veut dire pour autant que là, on s'est trompé? Non, il va falloir voir maintenant comment démontrer, vérifier si le point A appartient à une de ces droites. Donc, ce n'est pas la première chose qu'on va faire. Maintenant, on va venir regarder le vecteur directeur qui est U. Et le vecteur directeur qui est U a pour coordonnées 2, -1, 1. On voit que là, ça ne colle pas parce que ici c'est 1, -1, -1. Il n'y a aucune proportionnalité entre les coordonnées. Donc déjà, c'est sûr que c'est pas A. Donc déjà, celle-là, on va dire que hop, on l'élimine. Ensuite, toujours donc avec 2, -1, 1. Ici, on a 2, -1, -1. Ça colle pas. C'est pas bon parce qu'il faudra un -1 ici aussi. Donc, hop, c'est pas B non plus. Alors après, encore ici, on regarde 2, 4, tiens, je multiplie par 2. Ensuite, si je multiplie par 2, ça marche aussi. Et si je multiplie par 2, ça marche aussi. Donc ici, ça peut marcher. On peut voir que à cet endroit-là, hop, les coefficients qui sont devant le t, on a ici 2 fois le vecteur U. Ça peut coller. Et ensuite, on regarde le dernier. -2, 1, -4, aucune proportionnalité. Donc celle-ci, on peut la barrer. Bon, déjà ici, sur ton QCM, là, tu sais que ça sera celle-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand même, on va s'assurer que le point A appartient bien à la représentation paramétrique qui me définit cette droite-là. Et on va s'assurer que D1 est bien celle-ci. Alors,
Je te mets encore là une vidéo pour te montrer comment est-ce qu'on vérifie si un point appartient à une représentation paramétrique pour t'exercer là-dessus si t'es pas hyper clair. Mais en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est qu'il suffit de remplacer les coordonnées du point A, là, dans les x, y, z, et voir si on trouve 3 fois la même valeur de t. C'est ce qu'on va faire ici. Donc tu peux voir que là, on a pris le système de représentation paramétrique ici, on a remplacé les x, y, z par les coordonnées de A qui sont 1, moins 1, moins 1, donc 1, moins 1, moins 1. Et après, on a réécrit exactement la même chose ici. Tu commences toujours par une petite rédaction, tu essaies de t'adapter à celle de ton enseignant ou ton enseignante, et donc tu marques vérifions que les coordonnées de A vérifient la représentation paramétrique de C. En gros, est-ce qu'il existe un unique réel T, solution de ce système? Et donc là, tu peux voir qu'en faisant passer le 5 de l'autre côté, ça fait moins 4, 1 moins 5 ça fait moins 4, et 4t est égal à moins 4, ça nous fait une première équation. Ici, ça va nous mener à t est égal à moins 1. On va voir maintenant pour les autres. Je fais passer le moins 3 de l'autre côté, qui devient un plus 3, donc ici, ça me fait 2 est égal à moins 2t. Et enfin, la dernière ligne, je fais passer mon 1 de l'autre côté, qui devient un moins 1, et donc on a moins 2 est égal à 2t. Donc ici, ça sent bon, il semblerait que ça va bien marcher parce que la première ligne me donne t égale moins 1, la deuxième ligne me donne t égale moins 1 et la troisième ligne me donne t est égal à moins 1 aussi. Donc en fait, le point A est un point de cette droite-là. Le vecteur directeur qui est collé ici, comme on l'a rappelé dans ce rappel, eh bien, c'est 2 fois le vecteur directeur U. Donc la droite D1 a pour représentation paramétrique celle-ci. Elle colle, ça marche. Donc question 1, c'est la réponse C. J'espère que tu as bien compris ça. Maintenant, on va passer à la question 2. Je te la mets là. Pareil, tu essaies de faire un petit peu et tu m'utilises comme correction. Donc tu peux voir dans cet énoncé qu'on te présente une droite D2 dont on te donne la représentation paramétrique, c'est-à-dire encore les éléments caractéristiques, un vecteur directeur et un point. Et ensuite, le plan P qu'on avait depuis le début, ici, sous la forme d'une équation cartésienne, c'est-à-dire avec un vecteur normal. Et on nous demande en gros la position relative entre la droite et le plan. Tu peux aller voir encore là-haut la méthode pour étudier la position relative droite-plan que l'on va reprendre ici. Et on nous propose donc 4 réponses. Pas séquent, ça veut dire que la droite en fait est strictement parallèle au plan, ou alors que la droite est incluse dans le plan, ou alors que sont séquents selon un point E ou un point F dont on nous donne les coordonnées. Donc là, ça va être à nous de faire la position relative entre les droites et de la mener entre la droite et le plan, pardon, et puis de la mener jusqu'au bout pour voir sur quoi on tombe. Donc première étape, pour étudier la position relative entre une droite dont on a la représentation paramétrique et un plan dont on a l'équation cartésienne, il faut regarder si la droite et le plan sont parallèles au sens large. Et après, on verra si c'est strictement ou pas, ou si c'est séquent selon un point. Et pour vérifier la position relative entre une droite et un plan, en fait, déjà, il faut connaître les différentes positions relatives possibles. Je te les rappelle là. Une droite et un plan, ça peut être comment? Eh bien, on peut avoir une droite et un plan qui sont soit strictement parallèles, soit la droite est dans le plan, donc la droite est incluse, soit la droite et le plan sont séquents selon un point, c'est-à-dire qu'ils se coupent, ils ne sont pas parallèles, donc forcément ils vont se couper selon un point. Le cas perpendiculaire est évidemment un cas particulier. Donc comment est-ce qu'on fait pour exclure en fait ces différentes positions relatives? Comment on peut commencer? Eh bien en fait tu sais que ton plan il est défini par un vecteur normal, un truc comme ça quoi. Eh bien si tu prends un vecteur normal sur ton plan et que tu considères une droite qui est dirigée elle par un vecteur directeur, mais en fait tu peux voir que si la droite et le plan sont soit parallèles strictement ou incluses, c'est que le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan sont orthogonaux. Et en fait, s'ils ne sont pas orthogonaux, c'est que la droite et le plan sont séquents. Donc, d'abord, on doit vérifier si le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite sont orthogonaux ou pas. Et pour ça, l'outil référent pour l'orthogonalité de vecteurs, c'est le produit scalaire. Donc on va calculer le produit scalaire entre le vecteur normal du plan. Le vecteur normal, je te le rappelle, ce sont les coefficients qui sont devant x, y, z. Donc ici, 2, 1, moins 1. Le vecteur directeur de la droite, on l'a rappelé tout à l'heure, ce sont les coordonnées qui sont ici, 1, moins 1 et moins 2. Et bien on va faire le produit scalaire entre les deux. Donc voilà comment est-ce qu'on peut présenter maintenant le début de la question. Donc tu donnes le vecteur normal que tu as extrait de P, comme on l'a fait là, le vecteur directeur que tu as extrait ici de la droite, et enfin tu écris ton produit scalaire. Et je te rappelle que le produit scalaire c'est xx' plus yy' plus zz'. Donc on écrit le calcul ici. Ça fait 2 fois 1 plus 1
fois moins 1 plus moins 1 fois moins 2. Tu fais ton calcul, 2 moins 1 plus 2. Donc on obtient 3 et ça c'est différent de 0. Vu que c'est différent de 0, ça veut dire que les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux et donc que la droite et le plan ne sont pas parallèles. Donc une fois que tu as rédigé ça, tu dis, comme on vient de le dire, les vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc le plan et la droite ne sont pas parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, c'est que forcément, ils sont séquents selon un point. Selon un point qui vérifie quoi? Eh bien, les coordonnées de ce point sont solution de cette droite avec cette représentation-là et ce plan. On va marquer un système avec les 4 équations dont l'inconnu principal sera t et quand on aura trouvé t, on va pouvoir trouver les coordonnées de ce point. Donc, on va écrire le système. Donc là, tu écris le système dont on vient de parler avec la droite et le plan en dessous. Et là, l'objectif, c'est de prendre les x, y, z qui sont ici et les remplacer là-dedans par les valeurs en fonction du paramètre t. Ça va donner juste une équation avec t comme inconnu qu'on écrit là. Donc voilà l'équation dont je te parlais. Donc le x ici, je l'ai remplacé par 1 plus t. Puis ensuite le y ici, je l'ai remplacé par moins 3 moins t. Et enfin pour finir, moins z, je mets donc moins parenthèse et j'écris ça ici. T'oublies pas le plus 5 égale à 0. Donc tu as repris ton équation ici, la quatrième ligne qui était en fait l'équation cartésienne de ton plan et tu as remplacé les x, y, z par les coordonnées de la droite. Maintenant, tu développes tout et tu réduis, ça te fait 3t plus 2 est égal à 0, simple équation de degré 1, donc t est égal à moins 2 tiers. On voit bien qu'il y a une unique solution à cette équation-là, et donc cette valeur de t, on va l'injecter là-dedans, et on va trouver les coordonnées du point, on va voir laquelle des deux réponses ici est la bonne. Donc, commençons par remplacer les valeurs de t dans la représentation paramétrique de la droite. Donc à partir de là, tu reprends ta représentation paramétrique de droite, la partie haute ici ou tout simplement ce qui était là. Tu remplaces les t qui sont là par moins 2 tiers et ça te fait 1 plus moins 2 tiers, donc un moins 2 tiers qui fera un tiers. Puis ensuite moins 3 moins t, donc moins 3 moins 2 tiers, moins 3 plus 2 tiers, moins 7 tiers. Et enfin ici, moins 2 fois t plus 2, donc ça te fait 2 moins 2 fois moins 2 tiers, 10 tiers. Tu regardes, hop, c'est pas F, c'est E. Le point E est donc le point d'intersection entre la droite et le plan, et donc c'était la proposition C encore. Donc voilà pour cette deuxième question. Maintenant, passons à la troisième. Je te la mets ici, pareil, réfléchis 2 secondes, mets pause, et on va la traiter ensemble. Donc tu regardes un petit peu ce qu'on te donne dans cet exercice. Si on te demande la position relative entre le plan ABC et le plan P. Le plan P est toujours le même que celui qu'on a depuis le début et le plan ABC qui est formé par ces 3 points-là. Donc les positions relatives entre deux plans. Qu'est-ce qu'on a? Parce que ça c'est le point de résolution de ton exo, il faut que tu les aies en tête. Les deux plans peuvent être strictement parallèles, ils peuvent être confondus ou alors ils peuvent être séquents. Et s'ils sont séquents, ils forment une droite. On regarde maintenant ce qu'on nous propose. Donc, premièrement, on nous propose les plans qui sont séquents et que leur intersection forme un point. Ça n'a pas de sens, ça c'est pas possible. Deux plans ne peuvent pas être séquents selon un point. On sait que la A, elle n'est pas bonne. Et après, il y a les 3 autres propositions. Donc, regardons ces autres propositions. On a confondu. Bon, bah, ça veut dire que le plan P et le plan ABC sont les mêmes. Ensuite, séquent selon une droite. Et enfin, l'intersection c'est le vide, c'est-à-dire la dernière proposition strictement parallèle. Car s'ils sont strictement parallèles, ils n'ont aucun point commun. Donc comment est-ce qu'on fait pour regarder la position relative entre deux plans? Comme chaque intersection, comme chaque position relative que l'on fait dans l'espace et de façon générale, il faut regarder les éléments caractéristiques. Et en fait, comme pour la droite et le plan qu'on a fait juste avant, eh bien, on va regarder d'abord est-ce que c'est parallèle ou pas. Et dans le parallèle, toujours, on distingue strictement parallèle du confondu ou du inclus pour la droite. Donc si nos deux plans sont strictement parallèles, c'est qu'ils ont la même direction. Et ce qui me donne la direction du plan lorsqu'on a un plan comme celui-ci, c'est quoi? C'est le vecteur normal. Ici, le vecteur normal dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, en fait, ce qu'il va falloir regarder, c'est le vecteur normal de ce plan avec ABC. Mais ABC, on ne te donne pas le vecteur normal. Tu pourrais le rechercher, c'est pas évident en terminale, mais on peut savoir faire. C'est pas l'objet de ce qu'on va faire ici, on va chercher d'aller à l'efficace. Et donc en fait, on a le plan ABC. Eh bien, il faut voir une autre façon de définir un plan. Quand on a 3 points qui ne sont pas ni confondus et ni alignés pour qu'ils me définissent un
plan. Il faut donc les points A, B, C qui vont me former deux vecteurs, AB et AC par exemple, qui ne sont pas collinéaires. Et bien en fait, un plan peut être parfaitement défini par un point et deux vecteurs non collinéaires. C'est ce qu'on va faire ici. Et donc, comment est-ce qu'on va maintenant l'amener? Eh bien, on va regarder si le vecteur normal du plan P et les vecteurs directeurs du plan ABC sont orthogonaux. Et s'ils sont orthogonaux, c'est que le plan P et ABC sont parallèles. Et dans ce cas-là, ça ira chercher soit là, soit là. Sinon, c'est que ça sera cette réponse. Donc, on le rédige un peu et on le marque. Donc là, toujours un peu de rédaction, important dans ta copie. Donc on dit que P défini par le vecteur normal qui est ici. Et ensuite ABC, on prend AB et AC, on fait les coordonnées. Je te rappelle, pour faire les coordonnées du vecteur AB, déjà tu peux les marquer en ligne ou en colonne, ça peu importe. Donc pour faire le vecteur AB, tu fais XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA avec les coordonnées qui sont là. Ça te donne ça. Et pour AC, pareil, tu fais XC moins XA, YC moins YA, ZC moins ZA et ça te donne moins 1, 4, 2. Il est clair que ces vecteurs ne sont pas proportionnels, il n'existe pas de réel K tel que l'un est égal à K fois l'autre. Ces vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les points ABC définissent un plan et donc les vecteurs AB et AC sont deux vecteurs non collinéaires, c'est-à-dire deux vecteurs directeurs du plan. Ils forment une base du plan. Alors, on va calculer ces deux produits scalaires-là, comme on l'a rappelé tout à l'heure en faisant x' plus y' plus zz' et on va voir ce que ça donne. Donc là, je t'ai fait les deux produits scalaires. Donc tu fais n scalaire AB, donc 2 fois 0, plus 1 fois 2, plus moins 1 fois 2. Tu fais ce calcul, ça fait 0. On a déjà un premier produit scalaire qui vaut 0. N scalaire AC, pareil, tu mets les coordonnées de n, les coordonnées de AC qu'on a calculées avant. Et donc ça te fait 2 fois moins 1, plus 1 fois 4, plus moins 1 fois 2. Donc, moins 2, plus 4, 0. On a deux produits scalaires qui valent 0. Et là, je te rappelle une définition fondamentale aussi en géo dans l'espace, qui est celle d'un vecteur normal en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Eh bien, c'est le cas. AB et AC ne sont pas collinéaires, donc en fait, n est aussi un vecteur normal du plan ABC. Et donc, vu que n est un vecteur normal du plan ABC parce qu'il est orthogonal à AB et à AC, alors on peut dire que les deux plans ont la même direction, ils sont donc parallèles. Mais sont-ils confondus ou alors sont-ils strictement parallèles? C'est-à-dire que là, on a éliminé dès le début, dès la réponse, hop là, A, c'était pas possible, ça n'avait pas de sens. On vient d'éliminer le plan P et le plan ABC qui sont séquents selon une droite, car les deux plans sont parallèles. Eh bien, si deux plans sont parallèles, pour qu'ils soient confondus, il suffit qu'il y ait un point qui appartiennent à l'autre plan. Ça suffit. Donc on va prendre le point A ou B ou C, un de ces trois-là, et vérifier s'ils appartiennent au plan. Si le point appartient, alors c'est que les deux plans sont confondus. Sinon, c'est qu'ils sont strictement parallèles. Et donc pour vérifier si un point appartient à un plan, on va prendre les coordonnées, on va les mettre dans x, y, z, et si ça fait 0, c'est que le point appartient. Donc on rédige un petit peu toujours. On dit que P et ABC sont parallèles et on va vérifier si un point de ABC appartient à P. Et donc pour cela, prenons le point A et on vérifie si les coordonnées de A vérifient l'équation de P. Donc on remplace, comme je te l'ai rappelé, x, y, z par les coordonnées de A qui sont 1, moins 1, moins 1. Donc ça fait 2, moins 1, plus 5. On aboutit le calcul et ça fait 7. 7, ça ne fait pas 0. Vu que ça ne fait pas 0, A n'appartient pas au plan. Donc les plans sont parallèles, mais n'ont pas de point commun, donc ils sont strictement parallèles. Et donc dans ce cas-là, l'intersection est le vide, et c'est la réponse D. Allez, j'espère que tu as bien compris celle-ci. On passe à la dernière. Je te la remets là, et cette fois-ci, ça parle d'angle. Petite pause, regarde comment on fait, et on la met en œuvre. Donc ici, cette question, on te demande la mesure de l'angle BAC, et en fait là, ça doit éveiller tes vieux réflexe de première lorsque tu as fait le produit scalaire pour déterminer la mesure d'un angle. Et donc, pour déterminer la mesure d'un angle, eh bien en fait, il va falloir calculer le produit scalaire de deux manières différentes. Une formule avec que les coordonnées, parce qu'on a les coordonnées des points ABC ici, et une formule avec quelque chose qui fait intervenir un angle. Souviens-toi, la formule avec le cosinus. Eh bien, on va calculer ce produit scalaire de deux manières différentes, isoler le cos et trouver l'angle. Mais avant toute chose,
tu remarques que les valeurs proposées sont toutes en degrés et tu te souviens qu'à la fin, il va falloir que tu utilises le Arcos ou cos-1 de ta calculatrice. Pense bien à la mettre en degrés et pas en radians, sinon tu n'auras pas les bonnes réponses. Allez, regardons la méthode. Donc, comme d'habitude, on rédige et on dit qu'on commence par calculer le produit scalaire avec la formule analytique. Je te rappelle les coordonnées des vecteurs AB et AC qu'on a fait juste avant. Et ensuite, à partir de là, on fait 0 fois moins 1 plus 2 fois 4 plus 2 fois 2. Donc, ça fait 8 et 4, 12. On a le résultat du produit scalaire de façon analytique. Puis ensuite, on prend la formule avec le cosinus. Je te la rappelle, AB scalaire AC, c'est longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle fait entre les deux vecteurs, qui est l'angle BAC ici, ou qu'on peut noter ABAC avec des angles orientés de vecteurs, qui est bien mieux. Et bien maintenant, on voit là-dedans qu'il nous manque quand même deux choses, puisque ça, on connaît, on l'a fait avant, c'est 12, et donc il faut calculer les longueurs ABAC ou encore les normes des vecteurs. Donc on commence par calculer ces deux normes. Donc là, tes deux normes, je te rappelle que c'est pour la norme de AB comme pour la norme de AC, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. On fait ces deux calculs-là, donc ça fait 0 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré, 4 et 4, 8, et racine de 8, c'est 2 racines de 2. Et ici, on a donc racine de 1 plus 16 plus 4, ça fait racine de 21, solution, on ne peut pas le simplifier. Et bien maintenant, on va rapprocher cette formule-là avec la valeur de AB scalaire AC, on va isoler le cosinus. Donc la formule qui est ici, j'écris AB scalaire AC, j'ai trouvé 12, je le mets là. Ensuite, AB de racine de 2, AC racine de 21, fois cosinus que je cherche, c'est mon inconnu. Donc 12, je le divise par les deux normes, je simplifie le 12 et le 2, ça me donne un 6. Racine de 2 fois racine de 21, ça fait racine de 42. Donc cosinus vaut 6 sur racine de 42. Donc maintenant, c'est que de la calculatrice. Tu as donc de ça cette partie-là. Donc c'est soit arcos, soit cos puissance moins 1 dans ta calculatrice. Et à partir de là, si elle est bien réglée en degrés et non en radians, tu rentres ça et elle te donne 22,2 en arrondissant au dixième de degré près. Et donc 22,2, tu vois que hop, c'est la réponse A. Et bien voilà, on vient de finir cette dernière question de cet exercice type bac. Donc a priori, 4 questions pour 4 points, c'était moins d'une heure ça, hein, c'était 40-50 minutes, mais grand maximum, il ne faut pas dépasser là-dessus, surtout sur des QCM. Si par exemple tu te prépares pour des concours, tu peux même aller beaucoup plus vite là-dessus. Eh bien écoute, j'espère que tu es arrivé à bien suivre ce qu'on a fait au travers de ces 4 questions et que cette vidéo t'a plu. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et donc, si tu as aimé ce que l'on a fait, je te remercie de me lâcher le petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, et venir t'abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos en activant la cloche. Ça aide à développer la chaîne, tu peux nous partager auprès de tes amis aussi, ça c'est super sympa. Et puis d'ici la prochaine vidéo, entraîne-toi bien. Si tu passes ton bac, bonne chance et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!